Benoît Biteau, bonjour. Le maire d'Alès, exfiltré par le RAID, mis sous protection parce que menacé par la DZ Mafia, les élus doivent-ils avoir peur ? Oui, malheureusement, on est dans un contexte où les élus peuvent avoir peur. Alors là, on parle de narcotrafic, hein, mais pour plein de sujets, quand les élus s'expriment un peu trop vertement, on peut effectivement, quand on dénonce des choses, avoir des difficultés. J'ai moi-même été victime de tentatives, enfin de tirs d'armes à feu dans ma cour de ferme. Parce que je dénonçais des pratiques agricoles. Voilà. Donc on n'est pas bien protégé. Le narcotrafic s'en prend aujourd'hui à des élus. Est-ce qu'on a franchi un pas ? Alors, je pense qu'on a franchi un pas. Moi, je suis très proche. Je suis un ami d'Amine Kessassi, dont le frère, deux de ses frères d'ailleurs, ont été assassinés, tués sur fond de narcotrafic. Et effectivement, aujourd'hui, on a, je ne sais pas, une police parallèle, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, une milice en tout cas qui protège le narcotrafic et qu'on n'arrive pas à démanteler facilement et qui provoque ces situations-là et qui vont très loin. Hein. Le frère d'Amine Kessassi, il a quand même été tué et son frère est né avant. Donc oui, on est vraiment dans un contexte très très délicat. Dans l'actualité aussi, la Haute-Corse, la Gironde, le Var, Fontainebleau près de Paris, les incendies se multiplient en France cet été. Êtes-vous affolé par cet embrasement dû aussi à la sécheresse exceptionnelle ? Bah, évidemment, c'est très inquiétant. C'est-à-dire que quand on perd notre forêt, c'est au moins la double peine. C'est-à-dire que la forêt, qui est le poumon de la planète, qui séquestre des gaz à effet de serre, qui accélère le dérèglement climatique et qui produit de l'oxygène, quand elle part en fumée, on 15 000 hectares sont partis en fumée depuis le début du mois. On accélère le dérèglement climatique, on appauvrit la biodiversité. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Mais là, aujourd'hui, le nord de la France est aussi touché cet été. 3 pompiers sont décédés. On manque d'équipements de pompiers en France. Ça, c'est clair. Et on n'a pas parlé des monts d'arrêt en Bretagne. On a vu de la forêt brûler il y a 2 ou 3 ans en Bretagne. Enfin, voilà, aujourd'hui, personne n'est épargné. Mais effectivement, on peut constater que les moyens ne sont pas à la hauteur. On avait prévu des achats de Canadair qui n'ont pas eu lieu. Et quand on fait ça, quand on ne fournit pas les équipements comme des Canadair, c'est les soldats du feu qui sont en première ligne. Et c'est ceux-là qui sont les premières victimes. Et malheureusement, certains d'entre eux meurent au combat. Depuis le début de l'été. Meurent au combat. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour les familles des pompiers parce que c'est toujours difficile de perdre un soldat du feu au combat. Et surtout parce que c'est des manques de moyens, je pense, qui expliquent une partie de la perte de ces soldats. La sécheresse impacte les agriculteurs, bien évidemment, la canicule aussi. On en vient à la loi d'urgence adoptée définitivement au Parlement hier. Pourquoi contester la réintroduction des pesticides alors que ce sera sous le contrôle de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire ? C'est un pare-feu quand même, l'ANSES. C'est un garde-fou. Bien sûr. Alors, comptez sur moi pour bien défendre l'ANSES, évidemment. Mais quand il y a une dizaine d'années maintenant, en 2018, on a interdit en France les néonicotinoïdes, c'est qu'on avait des éléments scientifiques pour le faire, qui faisaient la démonstration que la balance bénéfice-risque dont on nous parle tout le temps était fortement déséquilibrée en faveur du risque, qui faisait qu'il fallait qu'on arrête d'utiliser ces néonicotinoïdes, d'autant plus qu'on a identifié des alternatives crédibles, contrairement à ce qu'on dit, on est dans des impasses. Alors, sauf que des agriculteurs disent que... Mais quand on va voir les agriculteurs qui efficaces à 40%. Mais non, mais quand ils vous parlent d'alternatives, ils vous parlent d'autres molécules. C'est pas ça la réponse. La réponse, c'est des logiques basées sur l'agronomie, sur le fait, par exemple, que au puceron vecteur de jaunisse nanisante sur les betteraves, on a des prédateurs qui s'appellent les cirfes, qui s'appellent les coccinelles, par exemple, et qui fonctionnent plutôt bien quand on les utilise. À force d'avoir une ministre de l'Agriculture qui ne va voir que ceux qui utilisent des pesticides et sans jamais aller voir ceux qui ont travaillé les alternatives, on parle de l'ANSES, mais on peut parler de l'INRA aussi. Vous dites que Annie Genevard est sous la coupe des lobbies ? Comme je vous le dis,
Allez donc voir ceux qui n'en utilisent pas. Vous n'allez voir que ceux qui en utilisent. Et s'ils en utilisent, c'est qu'ils n'ont pas identifié eux-mêmes les alternatives. Mais si on veut identifier les alternatives, si on veut voir comment fonctionnent les chrysopes sur des pucerons, il faut aller voir ceux qui pratiquent ces choses-là. Et l'INRA est là pour nous éclairer. Donc effectivement, l'ANSES est là, mais on a aussi des organes de recherche qui nous expliquent que des alternatives existent. Et c'est une fuite en avant. C'est même Sébastien Lecornu, il accuse les écologistes hier. Il a accusé les écologistes à l'Assemblée d'entretenir la colère. C'est scandaleux ce qu'il a fait hier, parce qu'il instrumentalise la colère. Parce qu'il y a aussi un autre élément. Alors il dit que ce sont les écologistes qui instrumentalisent la loi. J'étais dans l'hémicycle. Il a instrumentalisé la colère. Il y a deux choses. Il y a effectivement la science qui nous dit qu'on peut faire autrement et que réintroduire des néonicotinoïdes, c'est une fuite en avant et que plus on va en utiliser, plus on va en avoir besoin. Et si on veut arrêter d'en utiliser, il faut cesser d'en utiliser Et puis, il y a la démocratie. Il y a les citoyens. On a eu... la pétition. Mais bien sûr, plus de 2 millions de signataires. Comment est-ce qu'on peut, à ce point, piétiner des attentes sociétales et citoyennes sur un sujet comme l'agriculture, qui parle de l'alimentation de tout le monde, de l'eau qu'on boit tous les jours, de l'air qu'on respire, de notre santé, et qui surtout mobilise beaucoup, beaucoup d'argent public. Oui, mais Benoît Biteau, cette loi, elle est importante pour les agriculteurs malgré tout, parce bien sûr que non. Cette loi va mettre les agriculteurs en grave difficulté. Cette loi parle des méga-bassines. 6% seulement des agriculteurs sont irrigants. Cette loi parle aussi des revenus des agriculteurs. Non. Trouvez-moi un article où j'étais à la commission mixte paritaire. Si vous me trouvez un article qui permet de rémunérer mieux les agriculteurs, je vous demande de me le mettre sur la table. Ça n'existe pas dans cette loi. Donc ce que vous voulez dire, c'est que Sébastien Lecornu a laissé faire. Oui. Bien sûr qu'il a laissé faire. C'est ce que j'essayais de vous dire. En ne voulant pas mettre l'amendement. Cette loi s'adresse à une frange d'agriculteurs, les 6% qui sont irrigants et qui veulent des méga-bassines après avoir détruit les arbres, redressé les cours d'eau, effacé les zones humides qui provoquent des inondations en hiver et qui maintenant sont à l'origine de sécheresse. Quand M. Lecornu dit il n'y a pas d'agriculture sans irrigation alors que seulement 6% des agriculteurs vont bénéficier de cette eau, c'est proprement insultant pour les 94% d'agriculteurs qui n'ont pas accès à l'irrigation et qui vont être victimes d'ailleurs de cette gestion de l'eau désastreuse. Il n'y aura plus d'eau dans les fossés pour alimenter les animaux en eau. Il n'y aura plus de clôture naturelle. Enfin, c'est un désastre. Monique Barbu, elle a perdu son bras de fer face à Annie Genevard. La ministre de la Transition écologique va remettre sa lettre de démission ce matin à Emmanuel Macron. C'est ce qu'il fallait faire pour vous, démissionner ? Alors, oui, elle a raison. Moi, je pense qu'il faut qu'elle démissionne parce que ce ministère de l'écologie n'est absolument pas entendu. Il est complètement écrasé par mais c'est un ministère impossible, ce ministère de l'écologie. C'est pas un ministère impossible si on a une volonté du chef du gouvernement de faire vivre l'écologie, de comprendre que si on a des méga incendies, c'est parce qu'on a un problème écologique, de comprendre que si on a des difficultés de canicule et de sécheresse, c'est qu'on a un problème écologique, que si on a un problème sur la souveraineté alimentaire, c'est qu'on a un problème écologique avec le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, plutôt que de venir chercher des nouveaux néonicotinoïdes. Ça veut dire que le ministère de la Transition écologique est toujours victime. C'est de l'affichage. C'est-à-dire, on se donne bonne conscience. Victime des coupes budgétaires régulièrement. C'est toujours c'est le parent pauvre. Bien sûr. Et alors que Monique Barbu démissionne, moi je pense qu'elle a raison. C'est juste que quand on fait le choix d'une démission, il faut que cette démission serve à quelque chose. Et moi j'aurais 1000 fois préféré que Monique Barbu démissionne avant le débat sur la loi d'urgence agricole, de manière à ce qu'elle mette la pression sur ce gouvernement et que enfin il se rende compte de l'hérésie qu'on est en train de valider, et pour les agriculteurs et pour les citoyens. Alors dans 10 mois, on passe à un autre sujet, c'est la présidentielle. Est-ce que la primaire élargie à gauche est enterrée ? Que vont faire les écologistes ? Est-ce qu'il va y avoir une candidature autonome ou est-ce que vous allez rejoindre la France insoumise comme l'envisage une partie de votre camp ? Aujourd'hui, j'en sais rien, mais on a rendez-vous avec l'histoire. On est rendez-vous avec l'histoire, on est dans un tournant, on a potentiellement l'extrême droite aux portes du pouvoir. Moi, j'ai été député européen, j'ai vu ce qui se passe dans les pays où on a confié le pouvoir à l'extrême droite. Moi, j'ai côtoyé Viktor Orban à peu près comme je vous côtoie là, et ça fait peur. Et ça fait peur, et donc nous, la gauche, on a une responsabilité, c'est d'empêcher que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et ça ne pourra se faire que par une union de la gauche forte. Et donc, il faut qu'on se mette au travail pour que cette union de la gauche puisse être possible dès le premier tour de ces prochaines présidentielles. Une réponse rapide sur la France insoumise. Dans l'affaire Barbara Bush, il y a 300 personnalités qui ont signé une tribune de soutien pour la DJ, dont le concert a été interrompu par des militants pro-palestiniens et de la France insoumise.
Est-ce que c'est le rôle d'un parti politique d'interrompre un événement musical ? En 30 secondes. Moi, je ne fais pas d'ingérence sur les choix de la France Insoumise. Il faut qu'ils choisissent leur combat quand même. Et moi je suis prêt à venir en défense des Palestiniens, c'est fondamental. Je suis aussi adepte de la désobéissance civile, mais attention à ce que les actes de désobéissance civile ne soient pas mal vécus. Merci Benoît Biteau d'être venu ce matin, aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était l'invité politique de la matinale. À suivre dans un instant.